Waouh! C'est un rêve ce truc. Complètement un rêve. Donc une des entrées nous amène face à la pyramide du soleil, qui se trouve donc au milieu de l'allée des morts. À gauche, vous avez la pyramide de la lune. C'est impressionnant avec la montagne derrière. Toute une multitude de petites pyramides et de temples tout autour. Et sur ma droite, du coup, on va avoir le temple de Quetzalcoatl au fond à gauche. Donc là, cette allée qui est dénommée l'allée des morts, sur laquelle les gens se promènent pour accéder aux deux pyramides et au temple de Quetzalcoatl. Et alors, apparemment, de ce que je vois, malheureusement, on ne peut plus y monter. En tout cas, on ne peut pas y grimper au moment où je viens sur le site. Pour mieux vous représenter le site, dans la vidéo, je me trouve au niveau du point blanc, là à droite de la photo, au niveau de la flèche blanche, face à la pyramide du soleil, donc avec à ma gauche la pyramide de la lune, et à ma droite le temple de Quetzalcoatl, ces trois temples étant reliés par l'allée des morts. Donc là on a une belle vue sur l'allée des morts et les centaines de touristes qu'il peut y avoir, la pyramide du soleil, on suit l'allée des morts doucement pour arriver à la pyramide de la lune pour finir l'allée. Maintenant que je vous ai présenté rapidement le site, je vous le repositionne à l'échelle de la Mésoamérique en vous montrant la carte qui va bien, avec Teotihuacan en petit point jaune là à côté de Mexico. Pour tous ceux qui suivent mes vidéos, et si, je sais que vous êtes là, fidèles depuis le début, et je vous souhaite le bonjour d'ailleurs. Pour les autres, n'oubliez pas de vous abonner. Bref, pour ceux qui suivent mes vidéos, disais-je, je vous ai déjà montré cette carte de la Mésoamérique sur laquelle on va trouver par ordre chronologique et pour les plus connus, les civilisations olmèques, Maya, Zapotèques, la civilisation liée à la cité de Teotihuacan, les Toltecs ou encore les Aztèques. Donc si on se focalise sur Teotihuacan, les archéologues nous disent que faute de documents écrits anciens, les origines de Teotihuacan sont mystérieuses et l'origine de ses habitants est débattue. Et ça tombe bien que les experts parlent d'origine mystérieuse parce que je vais encore une fois m'appuyer sur les chroniques du Nyarku d'Anton Parks et notamment un passage du tome 4, l'oracle de l'oiseau tonnerre, sorti en 2021. Dans cet ouvrage, Anton Parks écrit que la construction de Teotihuacan se situerait entre -3500 et -3300 avant JC, sur la partie en jaune à gauche de la frise, soit avant le début du calendrier Maya, et donc 3000 ans avant la datation aujourd'hui établie des archéologues, au regard de ce qu'ils ont trouvé sur le site. Avant d'aller plus loin, il me semble important de vous faire une rapide chronologie des fameuses chroniques du Nyarku, que je cite souvent, 5 livres qui ont véritablement changé ma vision des origines de l'humanité. Les 4 premiers tomes que je vous montre à l'écran s'étalent entre environ -300 000 ans jusqu'à -12 500, période charnière avec plusieurs événements majeurs tels que la destruction de la planète qui aurait existé entre Mars et Jupiter et le satellite de cette même planète soufflé par l'explosion aurait frôlé la Terre, participant à une possible destruction de l'Atlantide. À cette même époque, Enki Osiris est assassiné et découpé par son frère Enlil VII et pour récupérer l'âme de son défunt amant et également frère, Isis fait construire la grande pyramide sur le plateau de Gizeh. Et la période qui suit, à savoir de -12 500 à -3300 avant JC, c'est la période contenue dans l'oracle de l'oiseau tonnerre, le 5e tome des chroniques. Un livre dans lequel on retrouve le personnage principal Horus, ou Héros, qui est la réincarnation d'Osiris et qui endosse le rôle de souverain et dont le plus grand désir est de zigouiller son oncle Seth, celui qui deviendra Satan dans pas mal de traditions. Anton Parks écrit donc que pendant près de 9000 ans, le clan d'Horus et d'Isis sont en guerre contre le clan de Seth, faisant et défaisant les civilisations au rythme de leur volonté divine et de leur technologie. Des technologies que les chercheurs amateurs comme vous et moi aimerions bien trouver un jour, histoire de justifier un peu tout ça quand même. C'est bien gentil ton histoire, mais quel est le rapport avec Teotihuacan? Oui Maurice, j'y viens. Donc dans ce livre, il s'avère qu'un beau jour,
entre moins 3500 et moins 3300 avant JC, alors que les deux clans d'Héru et de Seth s'affrontent à nouveau dans le ciel au-dessus du Yucatan à bord de leurs astronefs respectifs. Le vaisseau d'Héru en forme de faucon noir à droite est touché et va se cracher dans l'eau entre la pointe du Mexique et Cuba au niveau du point rouge, approximativement bien évidemment. Là-dessus, Anton Parks nous raconte qu'Héru, accompagné d'Anubis et d'un géant humain hybridé qui deviendrait plus tard le dieu Tlaloc, serait arrivé sur Aztlan, la fameuse cité dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente sur Mexico, et dont parlent les Aztèques dans un codex qu'ils ont rédigé, le codex Boturini, où on voit des gens en barque quitter une île pour une autre terre. Aztlan ne serait donc pas la grande Atlantide, celle que je situe au niveau des Açores, mais plutôt une plus petite cité construite par des survivants de l'Atlantide. Et dont Anton Parks nous raconte qu'elle était gouvernée par un seigneur au crâne allongé et à la longévité décuplée en raison de son hybridation génétique avec les dieux reptiliens. Une cité d'Aztlan qui aurait sombré sous les eaux depuis. Le plus étonnant, c'est qu'à cet endroit également, au niveau du point jaune et rouge, au large des côtes de Cuba, en décembre 2001, l'ingénieur naval Paulina Zelitsky et son mari Paul Svensveig étaient engagés par le gouvernement cubain pour rechercher des galions espagnols au fond de la mer des Caraïbes. Comme ils explorent des fonds marins qui sont à plus de 600 mètres, ils doivent utiliser un sonar latéral, un appareil qui projette des fréquences sonores pour produire des images du plancher marin. Ils ne trouvent pas de galions espagnols, mais quelque chose d'inattendu et de surprenant qui apparaît sur leurs écrans. Ces reconstitutions en 3D des images prises par le sonar révèlent à quoi ressemblerait tout un tas de structures qui se trouveraient au fond de la mer, donc entre le Yucatan et Cuba. La question reste de savoir s'il s'agit de structures naturelles ou artificielles. D'autant que sur cette image, par exemple, il semble y avoir deux pyramides qui se font face, quelque chose que l'on retrouve sur le site maya de Tikal au Guatemala, où on a également cette configuration de deux pyramides qui se font face. Mais bon, cette comparaison ne vaut rien s'il s'avérait que ces structures sont tout à fait naturelles. A première vue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'autres reconstitutions en 3D ont plutôt l'air de montrer l'inverse quand même. Qu'est-ce que tu en penses, Maurice? Ben j'en pense que ça fait pas très naturel tout ça. Tout le site a l'air super étendu avec de nombreux bâtiments, des avenues et a priori des pyramides. Cette configuration urbaine pourrait d'ailleurs nous faire penser sous certains angles à Teotihuacan où nous n'allons pas tarder à nous rendre pour voir ce site de plus près. Pour revenir à cette curieuse découverte au fond de la mer, nos deux chercheurs de Galion n'ont jamais divulgué à un quelconque média les coordonnées GPS précises de leur découverte. Ils se sont bornés à indiquer un endroit vague à proximité de Cuba, qui serait donc également un lieu où se seraient rendus Héru et les quelques survivants de l'attaque et du crash, il y a donc plus de 5000 ans de cela, selon le récit d'Anton Parks. Ils purent repartir d'Aztlan grâce à un vaisseau en forme de soucoupe volante appelé Giguirla, qui leur fut généreusement donné par le seigneur hybridé. À bord de ce vaisseau, ils atterrirent au Yucatan, où ils découvrirent qu'Osiris Enki était déjà passé dans cette partie du monde pour enseigner aux humains tout un tas de choses depuis des milliers d'années. Une langue spécifique, comment lire les étoiles, comment compter le temps et les saisons pour améliorer les récoltes, etc. etc. Une phrase du livre est assez représentative du fait que les habitants comprennent à qui ils ont affaire. Les villageois remarquèrent leur peau de serpent, l'épiderme des dieux venus du ciel. On se demande bien pourquoi quand on voit ce visage d'Horus, non? Pour info, ce magnifique dessin se trouve sur la page de garde du tome 3 des Chroniques, Le Réveil du Phénix. Un dessin qui permet peut-être de mieux comprendre pourquoi les dieux reptiliens, dont faisait partie Héru, étaient reconnaissables en raison de cette peau écaillée et de ses yeux de serpent, sans compter leur grande taille et des capacités parapsychiques hors du commun des mortels. De là à dire que toutes les représentations à travers la planète de dieux serpents ou de dieux reptiliens seraient en fait liées à l'idée que ces dieux étaient de vrais êtres vivants, il n'y a qu'un pas, Bref, vous connaissez la suite. Donc, je reprends. Il y a plus de 5000 ans, Héru et son groupe de survivants débarquent à bord d'une soucoupe volante au Yucatan. Ils sympathisent avec les autochtones, ils leur montrent qu'ils sont dignes de confiance, ils les persuadent en passant d'arrêter les sacrifices humains et leur proposent de les accompagner à travers la forêt du Yucatan jusqu'à une vallée fertile entre des montagnes, je vous le donne dans le mille, Teotihuacan, dont le nom signifierait le lieu où l'on devient Dieu. Ça ne s'invente pas. En haut, une photo de 1878 et en bas, une photo de 2015. Curieusement, lorsqu'apparemment Hernán Cortés et ses hommes ont conquis l'empire aztèque au XVIe siècle,
Ils ont demandé aux autochtones qui avait construit une ville si colossale, ce à quoi les Aztèques auraient répondu. Nous ne sommes pas les bâtisseurs de Teotihuacan, cette ville a été construite par une race de géants venus des cieux au temps du deuxième soleil. Oui Maurice? Une race de géants venus des cieux? Ben ça alors, si même les Aztèques l'ont dit. Et cette civilisation aztèque prit effectivement possession de Teotihuacan, mais près de 5000 ans après sa construction par Héroux et les siens, d'après le récit d'Anton Parks. Et c'est à Teotihuacan qu'Héroux devint dieu, ou plutôt Quetzalcoatl, le fameux serpent à plumes. Magnifique dessin d'Anel Parks, au passage, que je remercie pour m'avoir permis d'utiliser ce dessin, avec toujours cette peau de serpent et 16 yeux verts. Vous observerez les mêmes colliers en jade que ceux qui seront retrouvés dans la tombe de Pakal à Palenque. Peut-être un clin d'œil d'Anel Parks pour signifier que Pakal pourrait être un descendant hybridé de Quetzalcoatl ou d'un autre reptilien, qui sait. Et à gauche, je vous ai mis Quetzalcoatl tel qu'il a été représenté par les Aztèques plus de 4000 ans après. Pour info, Quetzalcoatl est une des divinités les plus importantes du panthéon des civilisations de Mésoamérique, voire même d'Amérique du Sud, puisque dans le livre, Anton Parks nous dit qu'en plus de devenir Quetzalcoatl, Héroux deviendra aussi le Kukulkan des Mayas et le Viracocha des peuples d'Amérique du Sud, notamment chez les Incas. C'est fou comme avec les chroniques du Nyarku, les pièces du puzzle de l'histoire humaine prennent un sens logique et cohérent. Revenons-en au moment où Quetzalcoatl et son groupe seraient arrivés dans cette plaine fertile il y a plus de 5000 ans. Pour commencer, ils décidèrent de construire les 3 grandes structures dont je vous ai parlé au début de la vidéo, les 2 pyramides, de la Lune et du Soleil, le temple de Quetzalcoatl et donc l'allée des morts pour les rejoindre tous. Chacune de ces 3 structures a été construite sur des grottes dans lesquelles sont pratiquées des cérémonies en lien avec l'expansion de conscience, et en plus de vouloir les construire sur des grottes, Quetzalcoatl voulut reproduire à Teotihuacan le même plan que ce que les siens ont créé sur le plateau de Gizeh en Égypte, en suivant une organisation des 3 structures principales grâce au baudrier d'Orion. Pour vous expliquer tout ça, je commence par rétrécir cette vue pour que vous vous repériez plus facilement et je positionne les 3 structures sur la vue aérienne de gauche. Voilà, donc comme ça vous pouvez voir la correspondance entre les 2 vues. Maintenant je vous montre la constellation d'Orion qui, au regard de l'alignement des étoiles de cette constellation, peut faire penser à une forme de guerrier tel que je vous l'ai dessiné ici. Pour ceux qui s'en souviennent, dans l'émission sur la dalle de Pakal, je vous avais parlé de la nébuleuse M42 qui se trouve au milieu de ce triangle bleu et qui est très très importante pour le peuple maya, puisque dans les maisons traditionnelles mayas, on retrouve cette nébuleuse et ces 3 étoiles symbolisées par 3 grosses pierres au sein desquels brûle le feu sacré qui sert à faire la cuisine notamment. Aujourd'hui, on laisse de côté la nébuleuse M42 et on s'intéresse à l'alignement des 3 étoiles du baudrier d'Orion, ici entouré en rouge, un alignement qu'on retrouverait sur le plateau de Gizeh et à Teotihuacan. Tout d'abord, reprenons la constellation telle qu'elle est pour mieux voir où sont situées ces 3 étoiles dites du baudrier d'Orion. On va zoomer pour mieux les voir, comme ça. Donc, on a l'étoile Mintaka en haut, Al-Nilam au milieu et Al-Nitak en bas. Je les ai symbolisés avec un carré bleu foncé. Et on va maintenant poser à droite les 3 pyramides du plateau de Gizeh, Mykérinos en haut, Képhren au milieu et la grande pyramide dite de Khéops en bas. J'ai positionné un petit carré rouge au niveau de la pointe de chacune des pyramides. Et que se passe-t-il lorsqu'on glisse les alignements du baudrier d'Orion et du plateau de Gizeh vers les temples de Teotihuacan à gauche? Eh bien, on peut observer à première vue que c'est pas si mal aligné globalement, et même plutôt précisément pour 2 d'entre eux. Tout en sachant que j'ai juste superposé en étant le plus objectif possible, donc sans bidouillage. Donc effectivement, tout ne colle pas parfaitement, mais on n'en est pas loin quand même. Je vais zoomer pour qu'on voit mieux le résultat. Donc en haut, pour ce qui est de la pyramide de la Lune, de Mykérinos et de Mintaka, franchement, la précision est assez bluffante à cette échelle. Par contre, pour la pyramide du Soleil, Képhren et Al-Nilam, c'est là qu'on trouve l'alignement le moins spectaculaire. Je le rappelle, Quetzalcoatl a aussi choisi l'emplacement des 3 grandes structures de Teotihuacan en fonction de grottes préexistantes, ce qui pourrait peut-être expliquer cette légère déviation. Et enfin, l'alignement entre le temple de Quetzalcoatl, la grande pyramide de Gizeh et Al-Nitak qui n'est pas parfait, mais quand même pas mal non plus. Conclusion. Les alignements de Teotihuacan et de Gizeh ne semblent pas du tout être liés au hasard.
Cependant, Anton Parks ne nous précise pas pourquoi les reptiliens auraient reproduit ce fameux baudrier d'Orion à au moins 2 endroits sur Terre, alors qu'eux-mêmes viendraient des Pléiades. Cela reste un mystère pour moi pour le moment. Peut-être que quelqu'un dans l'assistance aurait une idée. Pour finir avec Quetzalcoatl, dans l'histoire d'Anton Parks, il quitta Teotihuacan au bout de 52 ans, laissant derrière lui une civilisation avec un savoir colossal, néanmoins sans la connaissance du métal, suivant en cela les recommandations de son père Osiris Enki. Du coup, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, 4800 ans plus tard, les peuples de Mésoamérique ne connaissent toujours pas le métal, puisqu'apparemment personne ne le leur a montré. Donc après 52 ans, chiffre ô combien symbolique du calendrier maya, Quetzalcoatl s'en retourna en Égypte à bord de son guéguerla pour reprendre son statut de prince héros et se réimmerger dans les intrigues incessantes de sa famille reptilienne il y a un peu plus de 5000 ans, période à laquelle les égyptologues font émerger la civilisation de l'Égypte antique. La suite dans les prochains livres d'Anton Parks. Nous, on va rester à Teotihuacan encore quelques instants pour nous intéresser à quelques éléments sur chacune de ces 3 structures, en commençant par la pyramide de la Lune ici au premier plan. L'effet de perspective pourrait faire croire que c'est la plus grosse des 3, mais en réalité non, c'est bien la pyramide du Soleil la plus imposante. Pyramide de la Lune, j'arrive. La pyramide de la Lune, moins haute et moins balèze que la pyramide du Soleil, mais pas non moins impressionnante. Et il se trouve que là encore, nos subir à los monumentos, on ne peut plus y grimper. Donc sur internet, vous trouverez beaucoup de photos, de vidéos de gens qui grimpent la pyramide de la Lune et du Soleil. Mais pour raison de protection, j'imagine, ou d'accident sur le monument, on ne peut plus y grimper. Alors je sais pas depuis combien de temps, ni pour combien de temps, et si c'est définitif. Pour aller plus loin sur cette pyramide, que l'on voit ici de face, des fouilles menées en 1998 ont permis de vérifier que cette structure est le résultat de la superposition de plusieurs monuments. Les archéologues auraient dénombré pas moins de 7 phases de construction, allant ainsi dans le sens d'une occupation très ancienne du site. Et il a été établi que ces 7 pyramides successives auraient été érigées environ tous les 52 ans, un cycle qui bizarrement correspond au nombre d'années apparemment passées par Quetzalcoatl à Teotihuacan, et que les civilisations aztèques et mayas ont conservé à travers leur calendrier, puisqu'il faut très exactement 52 ans pour que le calendrier Ahab de 365 jours et le calendrier Tzolk'in de 260 jours retrouvent un même alignement. Pourquoi les bâtisseurs de ces pyramides ont-ils voulu en reconstruire une tous les 52 ans Il fallait bien que ce chiffre ait une importance presque divine pour eux, non ? A noter également qu'en 2017, les archéologues ont identifié un tunnel sous cette pyramide, mais je n'ai pas eu plus d'infos pour savoir si des fouilles ont été entreprises depuis. En ce qui concerne la pyramide du Soleil, que je vous montrais au début de la vidéo, je voulais simplement vous montrer ses proportions. Alors d'abord on agrandit un peu, comme ça, voilà. Elle est quand même gigantesque. Les systèmes de construction de la pyramide du Soleil. Donc on est à 64 mètres de haut et une longueur de 224 mètres. 64 mètres de haut sur 224 de long, c'est moins que les 147 mètres de haut et les 230 mètres de côté de la grande pyramide de Gizeh, plus communément appelée pyramide de Khéops, que je vous ai tracée à l'à peu près en blanc. Elles ont la même base à quelques mètres près, mais il y a une nette différence de hauteur. Et à l'instar de la pyramide de la Lune, un tunnel a été identifié en 1970, que je vous ai entouré ici en jaune sur la coupe à l'écran. Et dessiné en bas, voilà la vue de dessus du tunnel tel qu'il a été découvert. Observez qu'il mène à une grotte en forme de fleur en bas à droite du dessin. A l'époque, les fouilles avaient révélé que des pilleurs étaient passés par là bien avant la découverte de ce souterrain et qu'il n'y avait donc plus rien à l'arrivée des archéologues. A noter également que l'intérieur de la pyramide du Soleil n'a toujours pas été entièrement fouillé. Avant de finir notre tour d'horizon au temple de Quetzalcoatl, je voulais vous montrer ce que les archéologues ont trouvé dans cette petite zone en rouge là, entre la pyramide du Soleil et le temple de Quetzalcoatl. Ils ont trouvé 37 kg de mica, les petites plaques bleu-grises que vous voyez dans le trou sur la photo en bas à droite. Et donc, un guide m'a dit que c'était très exactement ici, derrière les escaliers au fond là, qu'ils avaient trouvé les 37 kg de mica. Intéressant.
Alors c'est quoi le mica et pourquoi j'évoque cette découverte? Le mica est un minéral que l'on trouve sous la forme d'un empilement de feuillets extrêmement minces, souvent transparents, à la fois résistants et flexibles, et facile à séparer les uns des autres. Avec le quartz et le feldspath, il est l'un des constituants du granit. Il est donc relativement répandu sur Terre, mais les archéologues ont retrouvé l'origine du mica de Teotihuacan qui viendrait de 400 km de là, dans la vallée de Oaxaca. Et au niveau physique, notamment dans l'industrie, il est utilisé pour ses propriétés d'isolant électrique et de haute résistance à la chaleur lorsqu'il est bien évidemment transformé, comme ici avec ses rubans de mica. Oui Maurice? Un isolant électrique et une haute résistance à la chaleur, tout cela me laisse perplexe. En effet, Maurice, pourquoi les bâtisseurs de Teotihuacan auraient-ils eu besoin de mica aux propriétés de résistance à la chaleur? Je rappelle que dans l'histoire racontée par Anton Parks, quand Quetzalcoatl arrive sur place avec ses suivants ainsi que le peuple amérindien qui l'accompagne, il se balade avec une soucoupe volante qu'Anton Parks nomme Guiguerla. Est-ce que les ingénieurs de Quetzalcoatl auraient renforcé le site d'atterrissage et de décollage de cet engin avec du mica afin de protéger davantage le sol? Bon, en même temps, 37 kg, ça peut paraître peu en termes de quantité, mais c'était peut-être suffisant pour les besoins liés à un seul appareil. Et puis, ils n'ont peut-être pas fouillé non plus à 50 ou 100 mètres sous terre, où il y aurait peut-être d'autres quantités plus importantes de mica. Ce qui est sûr, c'est que ce mica n'est pas là par hasard, puisqu'il a été extrait à 400 km de là, et que c'est donc ce mica, avec ses propriétés, qu'il voulait. Poursuivons notre visite du site avec le temple de Quetzalcoatl, que je vais vous montrer d'un peu plus près, comme ça. Bon alors c'est clair que c'est pas le plus spectaculaire des trois, surtout lorsqu'on voit ce minuscule temple par rapport à cette gigantesque esplanade qui l'entoure. Je vais encore zoomer pour me rapprocher du temple, comme ça, mais c'est encore mieux en live. Le temple de Quetzalcoatl, qui est pas très bien en point. Donc là la bâche, ça va marquer l'entrée du tunnel. Alors si je reprends cette vue de hauteur, le tunnel dont je parle est de couleur mauve sur cette représentation en 3D et indiqué par la flèche jaune. Il est situé à 18 mètres de profondeur, il mesure 103 mètres de long et il a été scellé pendant plus de 2000 ans avant d'être découvert accidentellement par l'archéologue Sergio Gomez. Ce tunnel a été étudié et fouillé de 2009 à 2016 et il a révélé des milliers d'artefacts comme des statuettes en jade, des céramiques, mais aussi des squelettes de grands jaguars et de loups. Et en 2005, après 6 ans d'excavation, surprise, du mercure liquide est découvert dans les entrailles du monument. Oui, du mercure. Les archéologues parlent même d'une rivière de mercure. Une des archéologues qui travaille sur ce site explique que le mercure a été trouvé en quantité sous forme liquide dans la chambre sud. Il est très difficile à récupérer car il ne se trouve pas dans un récipient mais mêlé directement à la terre. Lorsqu'on appuie sur les gouttes de mercure, elles se rassemblent et forment une boule plus grosse. Le mercure est souvent trouvé dans les tombes mésoaméricaines sous la forme d'un pigment rouge en poudre appelé cinabre rouge qui a été retrouvé, souvenez-vous, en grande quantité dans les tombeaux de Pacal et de la Reine Rouge à Palenque, situé à 750 km de Teotihuacan. Donc comment on obtient du mercure liquide? Eh bien il suffit de faire chauffer le cinabre et hop, on obtient du mercure liquide. Cela signifie que cette ancienne civilisation était capable de produire du mercure liquide en chauffant le minerai de cinabre. Sauf que cette forme liquide est extrêmement rare car il est très toxique pour l'homme. Les archéologues doivent d'ailleurs revêtir des équipements de protection pour les fouilles. Ces derniers pensent que ce mercure a peut-être une signification surnaturelle à des fins rituelles ou alors il pourrait représenter une rivière des enfers et que cela pourrait conduire directement à une tombe royale que les archéologues désespèrent de trouver un jour. En effet, les restes des premiers rois de Teotihuacan, qui étaient parmi les dirigeants les plus puissants du monde préhispanique, n'ont jamais été retrouvés à ce jour. En même temps, si on prend au pied de la lettre l'histoire racontée par Anton Parks et le fait que l'instigateur de cette cité, le dieu Quetzalcoatl, aurait construit puis quitté la cité, les archéologues peuvent creuser encore longtemps car ils ne trouveront pas la tombe du premier roi que fut Quetzalcoatl. Encore une fois, si tant est que l'histoire d'Anton Parks soit vraie. Et donc que disent les scientifiques à propos du mercure? Ils disent que c'est un élément extrêmement rare et conducteur qui, de nos jours, est principalement utilisé dans l'électronique et les automobiles. La présence de cette substance dangereuse au-dessous de ce temple a donc forcément déconcerté les scientifiques. Mais qui a mis du mercure liquide
sous la pyramide et dans quel but? Oui, Maurice? C'est une excellente question. Merci, Maurice. Donc si on reprend notre vue d'ensemble de Teotihuacan, hein, avec la pyramide du soleil au premier plan et le temple de Quetzalcoatl au fond, les archéologues ont donc trouvé 37 kg de mica au niveau de la tache rouge et une rivière de mercure sous le temple de Quetzalcoatl. Du mica et du mercure trouvés à quelques dizaines de mètres de distance, soit un métal qui est très conducteur et un minéral qui résiste aux très hautes températures localisé à proximité de grandes pyramides dont l'origine reste encore mystérieuse. Dis-moi pas que l'histoire d'Anton Parks pourrait être vraie quand même, hein? Alors pour poursuivre mon explication au sujet du mercure et d'un possible lien avec une forme de technologie, je vais évoquer le livre Vimana de Fabrice Bianchin, que je salue, dans lequel il parle du Mahabharata, un des livres les plus sacrés de l'Inde. Mahabharata signifie grande histoire des Bharata, ou plus simplement la grande histoire de l'humanité. Il s'agit d'un long, très long poème, hein, en fait le plus long poème de l'histoire de l'humanité, puisqu'à titre de comparaison, il est 15 fois plus long que la Bible. Alors de quoi retourne-t-il dans ces milliers de pages du Mahabharata? Ça nous parle de Dieu qui aurait débarqué sur Terre hein, à bord de Vimana et qui se serait reproduit avec des humaines pour faire des expériences génétiques via un genre d'hybridation. Intéressant, n'est-ce pas? Fabrice nous dit que ces Vimana concernent tout objet susceptible de voler, et dont voici quelques exemples hein, de la façon dont les hindous se sont représentés ces Vimana décrits dans leurs textes. Des villes volantes, des barques volantes, des chars volants, et parfois ce qui ressemble vraiment à un astronef. Ce qui est étonnant, c'est que Fabrice nous dit que la forme des Vimana qui revient le plus souvent dans le Mahabharata est la forme arrondie, ovoïdale ou discoïdale, donc pas vraiment ce qu'on voit à l'écran, mais plutôt comme certains des vaisseaux pilotés par les reptiliens dans les chroniques du Nirkou d'Anton Parks, qui sont souvent soit en forme de cigare ou de soucoupe, ici dessinés par Franz Lavigne, que je salue également. Autre caractéristique de ces Vimana, décrites dans le Mahabharata, hein, ils peuvent être invisibles, leur décollage se fait à la verticale et ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres sans se ravitailler. Ils se déplacent si rapidement qu'on ne les entend pratiquement pas depuis le sol, ils peuvent rester immobiles au-dessus du sol sans bouger. Et Fabrice insiste dans son livre hein, que tous les textes anciens qui ont décrit les Vimana sont unanimes, ces machines aériennes doivent utiliser en partie du mercure pour pouvoir voler. Dans un de ces textes sacrés en particulier, le Vimanika Shastra, le fonctionnement des moteurs à cristaux et à mercure est décrit, ainsi que les emplacements pour installer le matériel. Autre fait intéressant dans ce texte, il y a la composition de la solution liquide qui alimente les cristaux. Il s'agirait d'un mélange de magnétite, de mercure, de mica et de mue de serpent. Tiens donc, du mica, du mercure et de la mue de serpent pour faire tourner les Vimana hindous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça va me rappeler ce que je vous racontais à l'instant au sujet de Teotihuacan, où les archéologues ont trouvé 37 kg de mica, ainsi que dans le tunnel découvert sous le temple de Quetzalcoatl, une rivière de mercure, et je ne l'avais pas encore mentionné jusque-là, mais ils ont également découvert de la magnétite. Et oui, de la magnétite recouvrait tout le tunnel. Donc ça, ce sont les découvertes objectives des archéologues depuis environ 15 ans, du mica, du mercure et de la magnétite à Teotihuacan. Et si l'on s'en tient au récit d'Anton Parks, on aurait donc un dieu reptilien qui deviendra le dieu serpent à plumes Quetzalcoatl, qui aurait vécu 52 ans à Teotihuacan vers moins 3300 avant JC, et qui aurait donc eu une peau de serpent, et qui apparemment pilotait un genre de Vimana. Oui, Maurice? Est-ce que tout ceci relèverait de la simple coïncidence? Merci d'avoir posé la question, Maurice. Donc là, je viens de discuter avec un guide qui me dit que donc la rivière de mercure, a priori, qui a été trouvée par les archéologues, en fait, c'est pas du mercure liquide, c'est de l'incrustation de mercure transformé, donc du cinabre transformé en mercure, sur les murs, à vérifier, de la même manière qu'on trouve du jade ou d'autres, de la turquoise pour on va dire simuler le ciel étoilé. Et alors il connaît hein, les histoires des Vimana avec le mica et le mercure, mais il me dit que ce sont juste des coïncidences. Alors c'est rigolo hein, quand on a des comme ça, des coïncidences comme ça. Je grimpe le temple Quetzalcoatl, toujours
toujours le petit exercice sympathique. Les marches sont super hautes, alors pourtant j'imagine qu'ils avaient les mêmes jambes que moi. Hein, du haut de mon mètre 60 et quelques. Avec les deux grandes pyramides derrière. Donc il est au courant des Vimana, du fait que c'est écrit dans certains livres sacrés en Inde qu'il faut utiliser du mercure et du mica pour pouvoir les faire voler. Et que pour lui, ce sont des hypothèses et que voilà. Et puis on a une autre pyramide, alors là qui est beaucoup plus détruite et défoncée, avec ses têtes de serpent à plumes. Mais on aurait 366 comme ça, têtes de serpent à plumes tout autour de la pyramide, donc en lien évidemment avec le calendrier solaire de 365 jours. Et donc depuis le temps de Quetzalcoatl, les deux autres pyramides qui constituent le côté grandiose du site. On pourrait même croire qu'à gauche là-bas, sous la montagne, on a une pyramide aussi, mais en fait non. Au bout d'un moment, on voit des pyramides partout, c'est délirant. On a aussi un musée à Teotihuacan. On va aller voir ça. Un musée et une entrée. Une statuette de serpent. Et là, on a carrément le serpent. J'ai l'impression de voir un chakra. Peut-être une déformation professionnelle. J'ai l'impression de voir le serpent au milieu du chakra ou je sais pas, la conception. Sympa la manière dont ils ont représenté ça. Un vase en position de méditation. Et puis on a ces petites figurines, si je zoome un peu. Dis donc, qu'est-ce que c'est ces yeux? Qu'est-ce que c'est ces yeux bizarres? Ne dis-moi pas. Mais enfin, dis-moi pas, Romain. Dis-moi pas que ce serait autre chose que des humains. Quand même. Est-ce que ça pourrait faire un lien avec la théorie d'Anton Parks et du fait que Quetzalcoatl était un reptilien et que pendant des générations et des générations, les différents habitants qui ont succédé à Quetzalcoatl ont continué à représenter leurs dieux ou ceux qui les accompagnaient. Ce serait incroyable ça quand même. Ça peut venir du nord et du sud également du Mexique. Elle est magnifique cette statue là. Ça c'est des encensoirs. Waouh, la gueule des encensoirs quoi. Ils prenaient ça très au sérieux pour leur cérémonie, ça c'est clair. Comment c'est magnifique. Ils nous auront produit une maquette de tout le site avec la pyramide de la Lune là, et on descend le long de l'allée des morts, la pyramide du soleil juste devant et il faut passer le pont pour aller voir le temple de Quetzalcoatl. Et vous avez vu le nombre de structures, rien que sur cette partie là, c'est incroyable le niveau de géométrie et de pensée urbanistiquement parlant pour arriver à ce résultat. Mine de rien. Le serpent à plumes Quetzalcoatl, cette magnifique tête de serpent. Donc on peut imaginer que si c'était un humain comme Horus à l'époque, on a une représentation qui n'est pas humaine là, évidemment, mais à mon avis c'est juste parce que c'est l'imaginaire qui a pu transformer l'humain de l'époque avec sa peau de serpent, avec une vraie tête de serpent et des plumes tout autour. Alors pourquoi ils n'ont pas gardé la tête de l'humain? Ça, si jamais ça avait été un humain, bien évidemment, ça reste une question pour moi. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont transformé en reptile et en serpent au fil des siècles et des millénaires? Bon voilà, Teotihuacan,
c'est fini. Prochaine étape. Les grandes têtes Olmec, hein, toutes celles que je ne vous ai pas présentées pour le moment. D'où est-ce qu'elles viennent, où est-ce qu'elles ont été trouvées, où est-ce qu'elles sont visitables pour celles que je ne vous ai pas montrées. Tout ça, c'est la prochaine fois. Hasta luego!